Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Et ce thème que nous avons choisi aujourd'hui a été proposé par un auditeur de Studio Tamani et il s'agit de ce thème-ci. Que valent les diplômes du Mali aujourd'hui? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau, Dr Moriké Dambélé, pédagogue, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. On ne peut parler de diplôme sans évoquer le système éducatif malien lui-même. Et Dr Moriké Dambélé, pouvez-vous nous parler un peu de l'évolution du système éducatif malien depuis la réforme de l'enseignement en 1962 ? Merci bien, Mamadou. Et je remercie aussi notre collègue qui nous accompagne dans ce débat. Merci aussi à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Parler du système éducatif malien de 1962 à nos jours est quand même très vaste, très ambitieux, mais je vais dire deux choses. La réforme de 1962 a été courageuse. Elle a voulu être une rupture totale avec l'enseignement de type colonial. Et bien entendu, à l'époque, les moyens n'étaient pas encore venus pour réussir cette grande rupture avec le système colonial. Mais il y a eu beaucoup d'autres réformes du système éducatif jusqu'au niveau de la refondation du système éducatif qui ambitionne un tout petit peu de démocratiser l'accès et la promotion à l'éducation. À partir de 1996, on parle de l'avènement du PRODEC, et qui aussi, dans la continuité de la réforme, avait justement ambitionné de faire une éducation de masse et de qualité. Justement, la réforme de l'enseignement de 1962 avait prôné un enseignement de masse et de qualité. Koumba Yarissi, aujourd'hui, quel est le bilan? Je ne parlerai pas tout de suite de bilan. Moi, je souhaiterais faire, pas l'état des lieux, mais parler de notre système éducatif d'avant 62. Modibo Keïta et ses amis ont hérité d'un système où il y avait seulement 8% des Maliens qui étaient scolarisés. Et en fait, d'infrastructures, nous n'avons pas bénéficié entre guillemets, des mêmes infrastructures que les pays côtiers, parce que c'est en fonction de la pénétration coloniale que les infrastructures se sont mises en place petit à petit. Donc, ça veut dire que je veux simplement dire qu'en 1960, Modibo n'a pas hérité de grand-chose. Il y avait l'école des fils de chefs. En tout cas, la colonisation, les colons des Maliens qui étaient scolarisés étaient des enfants des chefs. Des enfants des chefs pour être des collaborateurs, si c'était possible. Donc, ils ont mis juste leur système éducatif pour porter leurs ambitions coloniales. À partir de 62, il l'a dit, monsieur le professeur, en 1962, quand il y a eu la réforme, Modibo est allé faire valider cette réforme à Paris, à l'UNESCO. Et tout le monde a applaudi cette réforme parce que Modibo, depuis l'indépendance, le système, le régime Modibo Keïta est le seul qui a compris que le développement était transversal. Et il a aussi pensé à tous les apports extérieurs, évidemment, en fonction de l'idéologie qui était leur idéologie, le socialisme. Mais vous parlez de bilan. Le bilan, il est sous nos yeux. Le professeur ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé après Modibo Keïta? L'école a été... Le système a été mis en déroute, à la dérive,
les mots sont forts, mais ça devait déboucher sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Le système a été mis en déroute à partir du coup d'État du Comité militaire de libération nationale, parce que les enseignants, les étudiants, les sachants de manière générale, et Dieu sait qu'il n'y en avait pas beaucoup, étaient dans la ligne de mire du Comité militaire de libération nationale. Ils se sont attaqués aux étudiants, aux élèves et aux enseignants. Ça a donné quoi? C'était un régime militaire, donc ils ne sont pas venus avec un projet. D'ailleurs, en 1968, ils ont dit qu'ils étaient là pour 6 mois. Mais ceux qui ont commandité le coup d'État, comme l'Afrique n'aime pas décoloniser son histoire, ceux qui ont commandité le coup d'État leur ont donné tous les outils pour s'éterniser. Et c'est à partir de ce moment que tout est allé à volo. Il y a eu les premières réformes après 1968 furent celles de M. Bagayoko, qui fut le tout-puissant ministre de l'Éducation, parce que c'est sur lui que s'est reposé Jacques Foccart pour identifier les officiers de l'école de l'EMIA et renverser Modibo. L'EMIA, l'école militaire interarmes. Donc, cette première réforme disait quoi? Quand vous voulez détruire l'école, vous commencez par le haut. Hein. Ce n'est pas par le bas, parce que le haut, c'est quoi? Le haut, c'était l'ENA, c'était l'école normale supérieure, c'était l'école nationale d'ingénieurs, etc., etc. Là où on formait les cadres qui devaient porter tous les projets qui devaient porter le Mali. En première année, pas de redoublement. En dernière année, pas de redoublement. Vous tenez, à l'époque, la licence était... il fallait passer 4 années d'études pour accéder à la licence. Aujourd'hui, vous appelez ça maîtrise. En 4e année, c'est juste les stages et autres, les mémoires. Mais si on vous faisait échouer, parce que moi je dis ça comme ça, si on vous faisait échouer, vous rétrogradiez. Donc vous estimez que ce sont les autorités maliennes de l'époque qui ont détruit le système. Voilà, qui ont commencé ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé, des années blanches et tout le reste. Et on va donner la parole à Dr Moriké Dambélé, parce que vous disiez qu'il va partager votre avis. Le mouvement démocratique. D'accord. La part du mouvement démocratique. Est-ce que vous partagez l'avis de Koumba Yarissi par rapport à ce bilan qu'elle donne plus? Oui, tout à fait. Je crois que j'ai suivi avec intérêt son intervention. Et elle a évoqué des éléments clés qui ont qui ont accéléré l'évolution de notre système scolaire. C'est extrêmement important. Maintenant, la question de savoir quelle est la valeur de nos diplômes aujourd'hui, je voudrais dire qu'on a 2 types de diplômes globalement. Vous avez des diplômes terminaux, vous avez des diplômes intermédiaires. Quelle est la différence? La différence, c'est que les diplômes intermédiaires, ça permet de continuer les études, comme le DEF, le baccalauréat. Ce ne sont pas des diplômes terminaux. C'est-à-dire, si vous avez le DEF, vous ne savez rien faire, professionnellement parlant. Vous avez le baccalauréat malien n'est pas professionnel, vous ne savez rien faire. Maintenant, quand on prend la qualité de ces diplômes, on les mesure généralement à partir de la capacité que les titulaires ont pour poursuivre les études. Sur ce plan, on va dire que nos diplômes permettent évidemment aux titulaires de continuer la formation, quand bien même il y a des difficultés parce qu'il y a un taux élevé d'échec à l'interne. Maintenant, cet aspect est aussi contrebalancé par les diplômes terminaux. Les diplômes terminaux sont des diplômes qui vous permettent d'aller sur le marché de l'emploi. En vérité, aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur la valeur des diplômes, on ne comprend pas souvent la qualité même des diplômes. Si je prends par exemple une licence générale en droit, mais ce n'est pas professionnel. Nous avons transformé les diplômes intermédiaires en diplômes professionnels. On ne peut pas apprécier la qualité du diplôme à partir de cette jonction.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons l'université à partir du système LMD et nous sommes partis vers des licences générales à la place de la maîtrise qui a quand même un aspect professionnel. Et aujourd'hui, si vous donnez la licence, 90% des étudiants sortent avec une licence générale. Ils ne sont pas préparés avec cette licence à un emploi quelconque. Il leur faut justement 2 ans de formation pour transformer cette licence professionnelle en master professionnel, cette licence générale en master professionnel. Si l'étudiant n'a pas les moyens ou les parents de l'étudiant n'ont pas les moyens de parachever la formation, il va de soi qu'il reste avec la licence et qu'il commence probablement à travailler à partir de cette licence. On ne peut pas apprécier donc en ce moment la valeur de ce diplôme parce que ce n'est pas un diplôme professionnel. Donc au niveau des diplômes intermédiaires, il y a quelques difficultés. Au niveau des diplômes finaux, il y a encore des difficultés. Et l'ensemble de ces difficultés se transforme en baisse de la qualité de nos diplômes. Mais cette baisse, il faut atténuer parce qu'elle est partagée par l'ensemble des pays, j'allais dire francophones. Francophones, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la France. On a à peu près les diplômes qui ne répondent pas tout à fait aux attentes du monde professionnel. Donc, vous êtes en train de dire qu'un étudiant qui a sa licence n'est pas prêt pour avoir un emploi aujourd'hui avec ce diplôme-ci. Il faudrait qu'il poursuive les études pour avoir un Master 2, comme on le dit dans les différentes universités, pour être prêt à être employé dans une quelconque entreprise. Tout à fait. Tout à fait, exactement ce que vous avancez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité des institutions est tout à fait engagée pour réformer ce système et faire en sorte que les étudiants ils sont nombreux à être limités par les moyens, parce que tous les masters au Mali sont payants. Même dans les universités publiques. Dans les universités publiques. Et donc, puisque les masters sont payants, et puisqu'on sait que les étudiants qui sont généralement de familles très modestes n'ont pas les moyens de payer 800 000 francs jusqu'à 1 million, 2 millions pour parachever leur formation, il est question donc de professionnaliser dès le début, n'est-ce pas, de l'université, à l'entrée de l'université, de faire des licences professionnelles et que ces licences professionnelles permettent à leurs titulaires d'accéder à des fonctions diverses. Voilà. Pourquoi l'État malien a donc choisi ce système si vous dites que ce système, avec la licence, ne permet pas, vous donnerez la parole tout à l'heure, Mme Koumbayar ici, si la licence ne permet pas à un étudiant d'avoir un emploi, d'être prêt à être employé? Pourquoi avoir choisi ce système alors? Oui, mais c'est un système qui, est-ce qu'on l'a choisi? Toute la question est là. A-t-il été imposé? Oui. Par qui? Non, par les institutions universitaires internationales. C'est-à-dire qu'il y a un changement à partir du processus de Bologne en Italie qui a essayé de formater les formations à l'université. Le Mali ne peut pas ne pas entrer dans ce grand courant international de réforme de l'enseignement supérieur. Maintenant, on peut, en entrant, voir ce qu'on peut faire immédiatement pour pouvoir aider, en tout cas, les étudiants à entrer dans le monde professionnel avec des diplômes afférents. Votre avis là-dessus, Koumbayar, ici? Je ne donnerai pas mon avis avant d'avoir terminé le bilan. Allez-y, avec votre bilan. Parce que j'ai parlé sommairement de celui du Comité militaire de libération nationale et ensuite Moussa Traoré, parce qu'à partir de la création de l'Union, de l'UDPM, son parti, à partir de ce moment, il était seul comptable de ce qui se faisait au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé après 92, à partir de 92? Il a parlé du PRODEC, mais avant d'en arriver là, quand vous regardez ces 30 dernières années, il y a des présidents qui se sont succédés de manière... Il y a eu rupture ou alors il y a eu, élection. Mais ce qui est dramatique, on veut installer notre pays dans la démocratie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous proposez ce que vous voulez faire de notre pays pendant 5 ans. Chez nous, le mandat dure 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes textes qui régissent l'enseignement, l'éducation au Mali. Par exemple, le PRODEC, la loi d'orientation. Et tous les... l'URD, par exemple, est libéral. IBK se disait socialiste. L'URD, vous parlez du parti politique. Du parti politique, l'Union pour la République et la démocratie de Soumaïla Cissé, feu Soumaïla Cissé, que Dieu ait son âme. Mais qu'il s'agisse de Alpha Oumar Konaré, qu'il s'agisse de IBK, les deux se sont réclamés de l'international socialisme. Amadou Toumani était un candidat indépendant, que Dieu ait son âme. Mais comment voulez-vous que des gens d'idéologie différentes, on va dire ça comme ça, promeuvent la même chose concernant l'école? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie est une arnaque. Pendant 30 ans, ça a été une arnaque parce que tous ont gouverné, en tout cas l'éducation, de la même façon, avec le PRODEC qui n'a jamais été évalué. 30 ans, on y va. Pas d'évaluation, donc ça veut dire quoi? Vous pensez Toutes les que politiques les différents éducatives systèmes devraient changer? Mais bien sûr, en fonction de son idéologie. Va être ah non, non, la continuité, il y a un socle. Mais la démocratie dit quoi? Quand vous venez, vous ne cassez pas la baraque, mais vous prenez la direction que vous voulez, que vous avez proposée au peuple et qui a accepté selon votre idéologie. Mais ça ne s'est pas fait. C'est toujours la même loi d'orientation pour l'école, pour l'éducation. C'est le PRODEC, c'est le PIS. Les mêmes politiques éducatives. Moi, je dis que ça a été une autre démocratie sur ce plan-là. Et ce n'est pas le seul domaine d'ailleurs. Qu'est-ce que vous reprochez à ces différentes politiques? Oui, mais ça n'a pas marché. Quand on n'évalue pas quelque chose, des choix, vous choisissez, vous nous dites, on vous amène vers telle direction. Dans le PRODEC, moi, je choisirais tout simplement la privatisation de l'école. Elle n'a pas été heureuse. Elle n'a pas été heureuse parce que ce qui devait se faire dans tous les pays francophones, on est en francophonie, dans tous les pays francophones, qu'est-ce qui se passe? Vous créez votre école, vous fonctionnez pendant 3-4 ans, on évalue, et si vous êtes d'utilité publique, vous êtes subventionné, on vous affecte professeur, on vous affecte une partie de votre effectif, comme fonctionne l'école catholique, le système catholique. Alors, M. Moriké Dambélé disait que le système LMD a été imposé au Mali. Alors, un État indépendant, est-ce qu'il doit accepter de s'aligner sur une ligne, même s'il sait qu'il n'est pas prêt pour ça? Ça, c'est un luxe. Il parle du système LMD. Que ce soit imposé directement ou indirectement, ce qui a été dramatique, c'est par exemple la nouvelle école fondamentale. Le PRODEC n'a pas été imposé. Le PRODEC n'a pas été imposé. Ils ont fait des papiers partout où vous prenez les réformes. Le référentiel, c'est quoi? C'est le système de 62, école de qualité, école de masse. Est-ce que 62, c'est 2020, par exemple, 2090? Non. Ils n'ont pas fait de politique, ils n'avaient pas de politique éducative. C'est ça la vraie question. Dans un pays où le tertiaire est dominant, vous dites que vous allez décentraliser, mais au Sahel, quand vous faites une école supérieure, est-ce que c'est le système LMD qui est en cause? Non. Quand vous formez ceux qui font élevage, ceux qui font agriculture, etc., etc. La question, c'est les choix politiques que nous-mêmes, nous avons faits. Ça n'est pas à l'international. Hein. On commence par le commencement. C'est les choix politiques que tous ces régimes-là nous ont proposés ou autres. C'est là le nœud gordien du système éducatif. Alors, la valeur des différents diplômes, quand on prend la licence, le master, le doctorat, nombreux sont aujourd'hui les étudiants, les professionnels qui ont ces diplômes. Est-ce que le niveau qu'ils ont reflète réellement la réalité par rapport aux diplômes qu'ils ont, Dr Moriké Dambélé? Merci bien. Je voudrais dire que
Madame a parlé de deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Allez-y. Avant de répondre à votre question. Vous savez, la privatisation de l'enseignement est légiférée au Mali. Mais la privatisation de l'enseignement impose d'autres contraintes. Vous avez parlé d'évaluation de la qualité des apprentissages au sein de l'enseignement privé. Oui, mais la question qui se pose, c'est que lorsque le parent décide d'inscrire son enfant au privé, c'est lui l'évaluateur de la qualité des apprentissages. Il doit savoir bien le niveau des apprentissages et le mode de fonctionnement de ces établissements-là. Et en fonction de ça, il inscrit l'enfant. C'est ça la libéralisation. Maintenant, l'État s'occupe de ceux qui sont inscrits dans les structures publiques. Donc, il y a un baromètre qui devrait être... le baromètre doit être public, mais le baromètre est plutôt familial. Or, notre système de privatisation ne rime pas beaucoup avec des connaissances qui soient en phase avec le modèle. Et là, je crois qu'il y a des difficultés. Mais quand l'État gouverne un pays pour tous les citoyens du pays, ne doit-il contrôler la qualité de l'enseignement, même dans les écoles privées? L'enseignement est un bien public et qui doit être garanti par l'État. Mais quand l'État même décide d'ouvrir ce bien public au privé, l'État laisse une partie de ses prérogatives aux familles, aux parents, de contrôler, de savoir où inscrire les enfants. Avec son appui pour contrôler bien entendu. Si vous êtes dans les pays développés, est-ce qu'il y a un baromètre à partir duquel on mesure la qualité des apprentissages? Non, le premier baromètre, c'est le parent. Je suis d'accord avec vous que nos parents ne sont pas préparés à cela et qu'ils inscrivent leurs enfants à la première école privée la plus proche de la maison, sans évaluer la qualité des apprentissages. C'est ça un désordre. Est-ce que ce n'est pas souvent également la moins coûteuse? La moins coûteuse, évidemment. Oui, ce sont des paramètres qui vont ensemble. La plus proche, la moins coûteuse, et en fonction des ressources des parents. Ceci est un débat important, mais ça ne résolve pas un peu la question de la valeur des diplômes. Je disais tantôt que quand vous prenez les diplômes qui sont délivrés au niveau des universités, généralement c'est des diplômes intermédiaires et des diplômes finaux. Mais les diplômes finaux, quand on les prend, on voit bien que la partie professionnelle des diplômes finaux est quand même beaucoup moins développée que la partie académique. Ça aussi, c'est un grand problème de notre système. Donc plus de théorie que de pratique. Plus de théorie, plus d'académique, plus que de professionnels. Vous prenez le diplôme de l'école normale supérieure, de l'ENA, formule nouvelle et même formule ancienne, vous allez trouver que les formations sont plutôt axées sur l'accumulation des connaissances générales que plutôt sur l'accumulation des connaissances à caractère professionnel. C'est ça aussi une difficulté qui fait que la valeur des diplômes sur le plan professionnel, parce que quand on dit un diplôme n'a pas de grande valeur, c'est par rapport à son rendement sur le marché de l'emploi. Et je crois que c'est ça la question. Et quelle est la valeur ajoutée du diplôme sur le plan professionnel? Alors que dans la formation, on peut interroger qu'est-ce qui appartient aux professionnels, qu'est-ce qui appartient à l'académique. Le maillage pose problème, en fait, dans notre système. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, le niveau n'est pas à hauteur de souhait par rapport aux diplômes qui sont donnés à ces différentes personnes, que ce soit la licence, le master ou le doctorat? Non, le diplôme, on ne mesure pas la qualité du diplôme. Mais du moment où vous dites que la dimension professionnelle n'est pas suffisamment prise en compte. Oui, la dimension professionnelle n'est pas suffisamment prise en compte dans nos enseignements de façon générale. Et nous avons presque hérité ça du régime colonial. Un tout petit peu. Et pourquoi ça continue? Ça continue parce que on a changé, mais on n'a pas changé cet aspect. Il y a 80-90% de théorie et puis 10% de professionnels. Même pour les écoles professionnelles,
dont je parlais tantôt, de l'école normale supérieure que j'ai fait, vous voyez que quand à la sortie de l'école normale supérieure, il y a une année de stage, 6 mois de stage, ce n'est que ces 6 mois de stage qui soient professionnels par rapport à 4 années de formation. Donc c'est négligeable. Ça ne permet pas aux sortants tout de suite d'être très opérationnels sur le plan professionnel. Il faut des années pour qu'ils puissent être justement en point pour pouvoir s'acquitter normalement de ces tâches professionnelles. Ça, ce n'est pas l'école normale supérieure seulement. C'est presque toutes nos structures d'enseignement supérieur qui fonctionnent de cette manière-là. Madame Koumba-Yarissi, vous avez dit non de nombreuses fois, beaucoup de fois, mais non pourquoi? Il m'a fait dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je n'ai pas parlé de qualité des enseignements en ce qui concerne l'enseignement privé. J'ai dit que la privatisation a été sauvage. Je prononce aujourd'hui le mot. Que ce soit l'enseignement privé, vous l'avez si bien dit. C'est l'État qui est en charge. C'est un rôle régalien que l'État joue. J'ai posé des questions. Bon, si vous avez posé la question, elle était bienvenue parce que l'État, ça fait partie des rôles régaliens de l'État. La preuve est que l'éducation est consignée dans notre loi fondamentale, dans la Constitution. Nous y avons droit, selon les pays, jusqu'à 16 ans, d'autres au-delà. Et en ce qui concerne le privé, les privés ne sont pas si privés que ça. L'enseignement secondaire, l'État paye des fois 30 milliards pour former des élèves. Est-ce que ces élèves-là, on prend simplement, on les oriente seulement en fonction des besoins, ou alors on va chercher les fils de riches pour les mettre là. Il n'y en aura pas suffisamment pour 30 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est 30 milliards, il faut 30 milliards pour scolariser dans l'enseignement secondaire. Ça veut dire tout simplement qu'il y a très peu de pauvres au Mali. Non, le privé n'est pas si privé que ça. Et ça a été... Je vous ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé des autres pays. Et ici, les lycées, les 2 tiers appartiennent à l'État, comment dire, au privé. C'est la honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne crée plus d'écoles, on ne construit plus d'écoles. Vous avez vu 2000 salles de classe qu'on est en train de réhabiliter. Moi, je dis merci au Covid et à l'hivernage. Parce que ces classes-là pouvaient tomber sur nos enfants et sur nos petits-enfants et leurs enseignants. Alors que ce soit les sortants des universités et des écoles professionnelles, les universités, est-ce que vous pensez que le niveau qu'ils ont reflète la qualité du... Moi, je ne suis même pas d'accord en ce qui concerne l'ENA. La nouvelle école d'administration. Normale d'administration. Voilà, nationale d'administration. Elle a été créée. Pourquoi? Sinon, on fait tout dans les facultés. Mais on les a pris. Ils faisaient le concours, ils passaient le concours avec la maîtrise. Mais maintenant, le système LMD étant de rigueur, ils sont recrutés par voie de concours sur le master. Et leur formation n'est pas académique, tout simplement. Il n'a qu'à faire l'immersion à l'École nationale d'administration et les produits de l'École nationale d'administration sont en train de relever un tout petit peu. Évidemment, il faut une masse critique. Je crois qu'il y a 4-5 promotions. Mais les conseillers diplomatiques, ceux qui sont formés à l'ENA, commencent à aller dans nos ambassades, aller au ministère des Finances, poser la question aux patrons. Ils vous diront qu'ils ont été soulagés d'avoir ces gens-là. Et là, on dit bravo à l'ENA parce que là-bas, à partir du vestimentaire et du tout est contrôlé et ils font des stages un peu partout. Et la qualité maintenant des produits, il y a des écoles de commerce, les banques. Dans les banques, vous trouvez ceux qui ont fait, ceux qui sont passés par ces écoles-là, qui n'avaient que la licence. Mais on ne les a pas mis en prison ou alors on ne les a pas remerciés parce qu'ils n'avaient pas de niveau. Pourquoi les ont-ils recrutés s'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour être employés, comme le disait Dr. Dans les autres pays, la licence est un diplôme qui vous permet d'avoir du travail. C'est pourquoi dans certains pays, il y a... Mais ce n'est pas le cas au Mali? Non.
Parce que moi, je vous ai dit qu'à l'école normale supérieure ou l'ENA, c'était 4 ans, mais ça s'appelait licence. Avant, dans les années 70, les années 80. Et c'est après le départ de Moussa qu'on a commencé à parler de maîtrise. Il n'y avait pas de maîtrise au Mali avant. Donc, la question, ce n'est pas la licence ou autre. Je vous ai dit, ce sont les choix. Ce sont les choix. Justement, quand vous parlez de choix, l'un des objectifs éducatives de la réforme de l'enseignement de 1962, c'était également de privilégier la formation technique et l'adéquation formation-emploi. On s'en est écarté. Est-ce le cas aujourd'hui, Non, on s'en est écarté. On s'en est écarté. Merci beaucoup. Non, je voudrais dire que non, j'ai observé deux choses à l'égard de madame. Quand vous dites que l'État doit contrôler un peu, vous avez dit que les établissements privés ne sont pas soumis à contrôle, alors que dans la loi d'orientation, c'est vrai, l'État doit les suivre, mais il est dit que les parents doivent jouer un grand rôle dans l'émergence du privé. C'est ce que je voudrais ajouter. Maintenant, dire que, bon, quelle est la valeur de nos diplômes? Est-ce que nos diplômes ont des valeurs? Non, je dis, en réalité, il n'y a pas de spécificité malienne en matière de diplôme. Nous avons un courant global qui frappe ce que nous appelons réellement l'effet de massification. Les diplômes se sont massifiés et quand les diplômes se sont... Est-ce qu'ils sont même vendus aujourd'hui, les diplômes? Ils sont? Est-ce qu'ils sont vendus aujourd'hui au lieu d'être mérités? Oh oui, bon, on peut parler de la qualité des enseignements, de la façon dont ces enseignements-là sont donnés. Si ces enseignements-là peuvent former des hommes de qualité ou des femmes de qualité, oui, ça c'est... Les grèves favorisent... Oui, mais enfin, le diplôme, ce n'est pas toujours un calcul mathématique des enseignements reçus. Il y a encore d'autres apports qui forment l'homme qui sort de l'université. Donc c'est difficile de mesurer ces aspects-là. Mais je voudrais dire que non, les diplômes ont la même valeur que ceux de la sous-région. Un diplômé malien peut aller s'inscrire en France et conduire ses études et couronner ses études de succès. Il peut aller s'inscrire aux États-Unis, on en a vu de tout temps, et donc depuis tout temps d'ailleurs. Maintenant, quelle est la valeur des diplômes? La valeur des diplômes est aujourd'hui influencée par l'origine sociale. C'est-à-dire que quand vous avez une maîtrise en sciences politiques, un autre a la même maîtrise, la même valeur, souvent même avec beaucoup plus de mentions. Mais celui qui a un ressort social, l'origine sociale va plus valoriser le diplôme et le diplômé. Et donc, pas parce que c'est l'institution qui donne le diplôme. Il peut donner diplôme avec mention à 2 personnes. L'un peut valoriser son diplôme en se basant sur ses ressorts familiaux, son origine familiale. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort un peu d'une étude qui a porté sur l'ENA Nouvelle Formule. Bien que ça soit une école beaucoup plus appréciée, c'est une école filtrée, socialement filtrée. Je reviens à la question concernant la formation technique, l'adéquation formation-emploi. Koumba Yarissi estime qu'on s'est écarté de cet objectif. Si vous pensez la même chose, vous aurez la parole tout à l'heure, Mme Koumba Yarissi. Alors, Dr Moriké Dambélé, pourquoi est-ce qu'on s'est écarté de cet objectif si c'est le cas? Non, fondamentalement, on ne s'est pas écarté de cet objectif. C'est vrai que dans la réforme de 1962, on avait prévu des formations en raccourci pour des personnes n'ayant pas atteint de diplôme. Je crois que la même politique continue aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas avec la même ampleur, avec le même effet, mais vous avez des écoles qui forment des gens qui n'ont pas eu le DEF et qui forment ces gens-là en si peu de temps afin qu'ils soient opérationnels sur le marché de l'emploi. Mais la difficulté fondamentale que nous avons, c'est que c'est l'emploi qui n'existe pas le plus souvent. Ce n'est pas que le diplôme n'est pas adapté à l'emploi, c'est parce que l'emploi lui-même, il n'existe pas le plus souvent. Donc, vous prenez par exemple 30 000 jeunes diplômés en droit. Nous n'avons pas de possibilité d'absorption jusqu'à 30 000 diplômés en droit. Quel que soit ce que nous allons faire,
nos capacités d'absorption sont très limitées. L'emploi n'existe pas, vous dites, mais est-ce que la formation elle-même également est adaptée aux besoins du marché de l'emploi? Vous avez connu combien de lycées techniques? Moi, je pose des questions. Vous avez connu combien de lycées techniques? Je ne répondrai pas à des questions. Il y en a peut-être en tout, à ma connaissance, pas plus de 5 lycées techniques. Ça veut dire quoi? Les lycées professionnels existent ailleurs. Ici, ils n'en existent pas. On avait commencé avec la vente de la, de la Société des postes et télécommunications. Les ressources de la Sotelma avaient été, affectées selon les ministères. Et le ministère de l'Éducation avait commencé à construire des lycées professionnels. Malheureusement, à Gao, par exemple, on avait commencé à construire un lycée professionnel. Vint le coup d'État et la suite, elle est connue. Les choix politiques en la matière sont décisifs. C'est vrai que le système français et francophone est moins performant que les systèmes anglais et germaniques, germanophones. Mais la vérité est que dans notre pays, quand on parle d'inadéquation entre l'emploi et la formation, ce n'est pas faux. Est-ce qu'on forme les gens uniquement pour qu'ils soient employés par l'État? Non. La Tunisie, par exemple, a formé des médecins, beaucoup de médecins, et à un moment donné, les médecins tunisiens, c'est l'Afrique du Sud qui avait recours aux médecins tunisiens. On sait que la Tunisie, c'est le système tunisien est un système très performant. De Bourguiba au policier qui est parti. Mais aujourd'hui, c'est un pays à la dérive. Les choix politiques sont importants parce que les familles ne sont pas et dire que moi j'ai vu. À la rentrée, à une des rentrées, à la rentrée de la 3e promotion, il y a des mères de famille qui étaient en savate. On avait besoin de 100 personnes. Ils n'en ont recruté que 89, faute de niveau. Et cette fois-là, donc, il a fallu... l'emploi, c'est le besoin qui n'est pas comblé. Le besoin, les deux. Au Mali, on ne peut pas accuser simplement les familles. Vous parliez des nombreuses fuites de sujets, de la perturbation des cours. Est-ce que vous pensez que tout cela peut contribuer à... Moi, j'ai parlé de ça ici. J'ai parlé de grève. Vous parlez de la perturbation des cours. Oui, ça c'est les grèves. Mais les fuites de sujets, je n'en ai jamais parlé ici. Les nombreuses fuites de sujets qu'on peut ajouter à cela lors des différents examens, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer aujourd'hui à permettre aux diplômés d'avoir des diplômes mérités? Moi, ce que je peux vous dire, tout ministre qui laisse filer des fuites à n'en pas finir, ce ministre doit être remercié à la minute parce que, je parle sous son contrôle, il le sait. Quand on fait des choix de sujets, il y a toujours un plan B. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'avec ça, en Algérie, non, on va vous dire d'abord. Répondez à la question, Madame je réponds à la question, mais je n'y réponds pas comme vous l'entendez. Pas comme je l'entends. Voilà. Je pose la question qui est la suivante. Si vous me laissez parler, on va gagner du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes-là permettent d'avoir des diplômes mérités? Eh bien, cette année, pendant les sessions de cette année, il y a eu fuite le matin. Et après, on a tout changé. En 2011, il y a eu fuite. À midi, le plan B a été actionné sur toute la République. Quand le Mali a été occupé en ses 2/3, le ministre Wan a fait venir tous les enfants dans toutes les formations, SICA, etc., etc. Merci. À Dr Moriké Dambélé maintenant. À Dr Moriké Dambélé, aujourd'hui vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bamako. Est-ce que vous êtes fier, satisfait des produits de l'Université de Bamako?
Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, en fait, moi je suis satisfait qu'un nombre important de Maliens accèdent à l'université. C'est une source de satisfaction. Par rapport à la qualité, qu'en est-il? Donc, la qualité n'est pas... Oui, c'est parce que c'est massifié que la qualité baisse. Mais je préfère que la qualité baisse, que beaucoup d'enfants maliens accèdent à l'université. C'est extrêmement important. Alors, donc, parce que nous n'avons peut-être pas les moyens d'assurer un enseignement de qualité à tous et à la fois, mais il faut laisser les Maliens en nombre important accéder à l'université. Ça, c'est important. Quel est le plus grand problème? Est-ce que c'est le système qui n'est pas bon? Est-ce que ce sont les enseignants eux-mêmes également qui ne sont pas professionnels? Est-ce que ce sont les étudiants qui ne sont pas assidus? Non, il y a tous ces paramètres-là. Mais c'est sur quoi je vais insister, c'est l'effet de massification. J'en ai parlé assez. C'est que quand vous avez des étudiants qui rentrent à l'université, ils sont 300 en première année. Ils sont 400 dans des groupes. Ils sont 400 en deuxième année. Ils sont 500 en troisième année. Bon, il va de soi que l'enseignement baisse. Comment ça? Oui, madame, ça c'est des réalités que vous ne connaissez pas suffisamment. Donc, je veux dire que cet effet de massification fait que nous n'avons pas assez d'enseignants. Nous avons 20 840 étudiants et nous avons 240 enseignants. Mais ce n'est pas possible. Même si on arrivait à 400, le ratio est très élevé. On peut dire que les enseignements ne sont pas donnés dans des conditions qui garantissent bien leur qualité. Il nous reste 3 minutes, 1 minute 30 pour chacun d'entre vous. Quelle est la solution aujourd'hui? Non, mais il y a un élément dont je vais parler. C'est que c'est une aberration de donner un diplôme à quelqu'un et de le recaler au concours d'entrée dans une institution de la même République. Moi, je suis détenteur de master en droit. Je vais faire le concours de l'ENA. On me dit non, je n'ai pas le niveau. Qui m'a donné le diplôme? Est-ce que c'est ce qui se fait au Mali aujourd'hui? Oui, mais c'est ce que madame a avancé à un moment. C'est une aberration de considérer que... Vous aurez votre temps de parole tout à l'heure, madame. Non, le concours, ce n'est pas pour mettre en cause le diplôme. Madame Yarissi, vous aurez votre temps de parole. Madame, est-ce que vous me comprenez? Il faut comprendre mon raisonnement. J'ai dit, c'est une aberration de détenir un diplôme et que la place existe. On dit que votre diplôme ne peut pas permettre d'accéder à la place. Ça, c'est une aberration et il faut corriger ça. Je n'ai vu que dans le concours de la magistrature, dans le concours de l'ENA nouvelle formule, ces types de situations. Il faut que nous corrigeons ça. On ne peut pas donner des diplômes et ne pas les reconnaître. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Il faut fondamentalement changer le système de logiciel. Changer le système. À vous, madame Koumba Yarissi, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quand on dit concours, quand même, ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'ai un diplôme que je vais être admis à un concours. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que ces concours-là, tu peux les faire plusieurs fois. Jusqu'à un certain niveau. Donc, dire que la première fois, on n'a pas reconnu mon diplôme, non. Ça, c'est quand même pas bien. Quelle solution proposez-vous? La solution, mais c'est la remise à plat de notre système éducatif et de tout faire pour que le système éducatif soit rattaché à la réalité économique ou aux réalités économiques de notre pays. Au Mali, aujourd'hui, même pour les tâcherons, vous allez prendre des gens ailleurs. Les plombiers, ailleurs. Pourquoi les écoles privées, on ne mettrait pas la pression? Donc, adapter le système éducatif malien aujourd'hui aux réalités et au contexte du pays. Merci, madame Koumba Yarissi. Vous êtes enseignante à la retraite. Docteur Morike Dambélé est pédagogue, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Merci, madame Yarissi. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le thème de celui-ci était « Que valent les diplômes du Mali aujourd'hui ?» Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.